Bienvenue à ce 14h. Nous sommes jeudi 9 janvier 2020. Mesdames et messieurs, bonjour. Déroulons ce journal par les tenanciers des kiosques dénommés Mobile Money, Airtel Money, Congobet, Premier Bet et Kogelo qui ont jusqu'au 31 janvier prochain pour libérer les artères publiques de Brazzaville. Dépassé cette date, la mairie procédera à un enlèvement forcé de ces kiosques. L'adjoint au maire a fait une communication à ce propos. Suivant ce reportage de Justin Bambaka. À partir du 31 janvier prochain, l'hôtel de ville de Brazzaville procédera à un enlèvement forcé des kiosques de Mobile Money, Airtel Money, Kogelo, Congobet, Premier Bet, installés anarchiquement et illégalement sur le trottoir des grandes artères de Brazzaville. Un délai pratiquement d'un mois vient d'être accordé aux tenanciers de ces kiosques par la mairie de Brazzaville pour libérer ces lieux. Car il s'agit là, a indiqué l'hôtel de ville de Brazzaville, d'une situation contraire aux normes d'hygiène, d'assainissement et d'environnement. Les conducteurs ou les automobilistes se plaignent de ces kiosques. Donc ceux qui veulent exercer dans ce domaine, ils peuvent louer des boutiques en bonne et due forme. Que de saturer le trottoir. Ce n'est pas le maire qui autorise. Il y a quelques agents véreux autour des autorités. Il n'est pas admis qu'une société autorise ses sous-traitances à s'installer dans la ville sans autorisation préalable de la mairie de Brazzaville. Une société dite mère de téléphonie mobile et qui vient solliciter une autorisation à la mairie pour un certain nombre de kiosques à implanter dans la ville, et puis subitement elle a maintenant des sous-traitants et qui passent par chez elle là-bas et se mettent à occuper les espaces publics dans la ville. Le maire de la ville ne peut plus accepter et tolérer ce genre de pratique. Sur l'esplanade du CNR TV, où à chaque occasion de fête, il y a des kermesses qui s'organisent là-bas pour salir la ville. Allez-y voir les trottoirs, allez-y voir les canalisations qu'il y a là-bas. C'est devenu des toilettes pour ceux qui vont là-bas. Mais le maire est très étonné parce que lui, c'est pas lui qui autorise ces installations-là. Ces kiosques qui ont envahi la ville de Brazzaville ternissent son image. Ravinement et ensablement à Brazzaville, on en parle encore dans ce journal. Au quartier Maïté, dans le 7e arrondissement Filou, une érosion menace dangereusement la voie ferrée et l'avenue Monseigneur Théophile Mbemba, dont les travaux de construction ont été arrêtés, je voulais dire, voici des années. Vincent de Paul Koubemba a fait le constat. Regardez. Ensablement, inondation des habitations à Talangaï, ravinement et érosion du côté du quartier Maïté Amphilou. Voilà le décor que présentent les quartiers de Brazzaville après chaque pluie. Celles qui se sont abattues le lundi, mardi et mercredi ont encore accentué les choses. Ici, nous sommes à Maïté, à l'entrée du quartier Makazou. Les populations sont impuissantes devant ce phénomène qui dépasse leur entendement. La voie ferrée et la route en construction sont menacées par cette érosion. Ici, les populations pointent du doigt la direction générale du chemin de fer Congo-Océan. Nous sommes très indignés de constater ce dégât, mais ce dégât, ce n'est pas de la population, c'est le chemin de fer qui a mal tracé son chemin. Et nous l'interpellons à caractère obligatoire qu'il vienne pour éviter le pire. Ces travaux avaient été salués par les populations qui croyaient déjà au désenclavement des quartiers Makazou et Mpérimpéry 2. Sous les travaux de l'avenue du Disic et Monseigneur Théophile Mbemba, qui débouchait au sein de la mairie de Mfilou et à l'intersection avec l'avenue de la Frontière. M. Mouélé et les petits Dano sont presque dessus de cette façon de faire. Il y a les maisons qui sont inondées dans le quartier, ça fait pas beau. Après, je peux dire à 50 mètres de la voie ferrée. La voie ferrée. 30 mètres. Durant ces jours, le CFCO
a voulu faire des travaux ici, le chemin était vraiment bon. Et quand ils sont venus, ils ont voulu faire entrer leurs engins pour aller arranger au pont là-bas. Et quand ils ont arrangé, ils ont fait du n'importe quoi. Si tout ça est comme ça, c'est de leur faute. C'est la faute du CFCO. Au lancement des travaux, c'était les cris de joie et d'espoir. Près de 10 ans après, c'est le désespoir à Makazu et Maïti. La population se soucie de cette enveloppe débloquée pour réaliser les travaux qui sont devenus de nos jours les éléphants blancs de la ville de Brazzaville. La voie, c'est la voie publique. On interpelle également les grands travaux. C'était à eux de regarder. C'est un travail qu'ils ont commencé et qu'ils ont abandonné. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Moi, je demande aux autorités en premier d'arranger le chemin parce qu'il y a nos parents qui souffrent ici pour prendre même un taxi pour aller à l'hôpital. Les pluies diluviennes de ces 3 derniers mois ne cessent de causer le désastre et dénaturent l'environnement de Brazzaville où certains quartiers risquent d'être rayés de la cartographie de la ville de Brazzaville. Dame pluie continue à causer désolation. La pluie qui s'est abattue la nuit d'hier à ce matin a endommagé la corniche de Brazzaville, précisément le tronçon ministère de la Défense, mairie centrale, comme vous le constatez dans ces images. Il faut signaler que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a effectué une descente surprise sur les lieux pour constater les dégâts. Le reportage de Giscard Maungu, vous le suivrez dans nos prochaines éditions. La suite de ce journal, la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux du Nouvel An avec le couple présidentiel a pris fin hier avec les forces vives de la nation. Le président du Conseil consultatif de la société civile a fait des éloges du président, notamment dans la nomination des femmes à la tête de quelques institutions du pays. On fait le point dans ce reportage de Christy Machona. Une cérémonie empreinte de solennité. Tout à l'heure, le président de la République sera en face des forces vives de la nation. À la rencontre, 2 temps forts. D'abord, avec des allocutions. Le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG est le premier à dérouler son intervention avec une action prononcée sur la femme. Lui qui félicite Denis Sassou Nguesso pour avoir nommé 2 femmes préfets et placé à la tête d'une institution constitutionnelle une femme, Emilienne Raoul, au Conseil économique et social et environnemental. Germain Cephas et Wangui suggèrent même qu'au prochain remaniement, qu'il y ait encore plus de présence féminine avec des postes de souveraineté. Le décret présidentiel nommant les membres du Conseil économique, social et environnemental fait ressortir un nombre de femmes supérieur, soit 57% à celui des hommes, 43%, encore une première au Congo. Les forces vives de la nation sont rassurées davantage de voir le nombre de femmes en augmentation dans les instances de prise de décision. Elles souhaitent voir les femmes être nommées à des ministères de souveraineté à l'occasion d'un éventuel remaniement gouvernemental. Cela serait une fois de plus une grande première depuis l'indépendance du pays. Après le discours de Germain et Wangui, la réponse de Denis Sassou Nguesso, le président de la République a stigmatisé le comportement de certains parents qui, lors des festivités de fin d'année, ont laissé leurs enfants dans des débits de boissons et rappelle à certains qui caricaturent le Congo comme une dictature. Dans les médias étrangers et les réseaux sociaux, ceux-ci passent leur temps à parler d'une soi-disant dictature du Congo-Brazzaville. Une appellation de notre pays qui renvoie à une péjoration.
Nous sommes avant tout la République du Congo et nous ne répondons pas à ces insinuations par dépit. Il s'agit d'allégations sans lendemain, appelées à s'éteindre d'elles-mêmes. La dictature est un régime autoritaire, fortement personnalisé, fondé par et sur la violence, attentatoire aux libertés. Voilà la compréhension que nous avons de la dictature. Le peuple congolais vit pleinement et en toute liberté sa démocratie qui se consolide de jour en jour. Après les allocutions, l'autre temps fort, cette communion véritable où le chef de l'État a des contacts directs avec ceux qui sont venus à la cérémonie pour s'échanger les vœux. Cette cérémonie d'échange de vœux marque aussi la fin des séries de vœux, commencées le lundi dernier avec les corps diplomatiques. Les contrôleurs d'État ont un mois pour se faire une idée sur le système OHADA révisé, ce à l'occasion d'un séminaire de formation initié par le projet PRISP. L'objectif est de renforcer les capacités des agents de l'inspection générale d'État. Le point dans ce reportage de Giscard Maoulou. Dans la salle, les contrôleurs d'État qui sont venus à l'école du savoir et le séminaire fera un mois. Le PRISP, qui compte 3 blocs de réforme, met en valeur tout le travail ou tout le processus de contrôle. Le centre d'intérêt, le système comptable de l'OHADA révisé, et l'objectif est d'informer et d'outiller ces contrôleurs de l'inspection générale d'État sur le système de l'OHADA révisé. Et les termes de référence de ce séminaire ont été fixés par la Banque mondiale. C'est le PRISPA, le projet des réformes intégrées du secteur public qui a initié le séminaire, ce dans le cadre de l'une de ses composantes. Une formation qui est la bienvenue pour les participants. C'est une initiative louable parce qu'elle intègre le plan du contrôleur général d'État qui est M. Germain Kiamba, celui d'arrimer les inspecteurs généraux d'État et les inspecteurs d'État aux évolutions actuelles dans le cadre de nos missions de contrôle. Et donc, participer à un séminaire sur le système comptable OHADA révisé, c'est une initiative louable que nous apprécions. C'est normal, toute structure est obligée, avec les évolutions actuelles, de s'adapter, parce qu'on ne peut pas rester, surtout dans la matière de contrôle, les normes changent. Les évolutions font qu'on est obligé tous les jours d'apprendre. Et on n'arrête d'ailleurs pas d'apprendre tous les jours. C'est donc une formation qui aidera pour ces contrôleurs d'État d'avoir tous les éléments qui permettront de déceler les fraudes et aussi répondre de leur mission dans l'appréciation des résultats financiers des structures publiques. Prolonger la réflexion sur la situation de l'éducation au Congo, c'est l'objectif de l'atelier organisé hier par la Commission épiscopale Justice et Paix. Le droit à l'éducation, un droit fondamental, c'est le thème de cet atelier. Le point avec Armel Christian Zingamiro. L'éducation est un droit fondamental et prioritaire qui s'inscrit au centre des préoccupations des États. Le Congo a signé et ratifié un arsenal d'instruments internationaux en matière d'éducation nationale. Au niveau local, le Plan national de développement inscrit le développement national comme un choix prioritaire pour valoriser le capital humain. Ce document prône la réforme en profondeur du système éducatif et de la formation qualifiante et professionnelle comme le soubassement d'un développement durable et inclusif. C'est au niveau de la mise en œuvre de cet
arsenal juridique que le bas blesse. Le droit à la gratuité de l'enseignement, pourtant garanti, a été mis entre parenthèses au nom de la conjoncture économique. Les décrets sur les normes applicables à l'école, comme la taille des classes, fixées à 50 élèves maximum au primaire et à 35 élèves au plus au secondaire, ne sont pas appliqués. Le budget accordé à l'éducation représente à peine 8 à 10% du budget national d'investissement. Tableau peu reluisant, ici dressé par la commission épiscopale Justice et Paix. Nous demanderons toujours au gouvernement d'investir davantage et de regarder, regarder aussi le cadre juridique. Le cadre juridique, voir comment ce droit à l'éducation avait été encadré depuis toujours dans la Constitution, dans la loi de 1995 et son décret d'application relatif aux normes applicables à l'école. Et bien sûr, aujourd'hui, l'évaluation qu'on en fait, des choses qui ont été faites, des structures qui ont été construites, mais globalement, on attend que le gouvernement fasse mieux. Parce qu'il y a des plaintes, il y a les rapports qui existent et qui révèlent qu'il y a dysfonctionnement au niveau de l'éducation nationale. Et quand pour nous tablons surtout sur l'éducation publique, c'est-à-dire que celle qui est financée par les voies publiques, parce que c'est la mission régalienne de l'État de s'occuper de l'éducation de tous les citoyens du pays. Nous pensons que les investissements dans l'éducation ne sont pas importants. Et je crois que le gouvernement lui-même est conscient de ces carences. Cet atelier a été aussi l'occasion pour présenter le projet École verte qui prépare les élèves à être des citoyens du monde, messagers des idéaux de protection de l'environnement. Ce projet comprend 4 modules: la formation, l'hygiène et l'assainissement, la production, verger et élevage de volailles, puis le planting d'arbres. Parlons sport dans ce journal avec les dames de la DGSP qui séjournent depuis quelques jours à Luanda en Angola sur invitation de Petro Atlético qui souffle ses 40 bougies. La DGSP participe à un tournoi amical international et pour sa première sortie, elle a fait bonne impression. Evra Tikasumba et Donald de Goma pour le reportage. C'est dans le cadre des 40 ans d'existence de Petro Atlético d'Angola que les dames de la DGSP Handball Senior sont en Angola. La DGSP Handball Dames est venue honorer l'invitation de Petro Atlético en participant à ce tournoi amical international. Et pour sa première sortie, les protégés du colonel Serge Oboa ont reçu leur entrée en la matière en s'imposant face à Progresso de la localité par 32 à 23. Cette farouche détermination de vaincre a été affichée dès la première mi-temps où la bande à la capitaine du club, Sandrine Oyuku, s'est déchaînée en dominant son adversaire par 19 à 9. Au-delà du résultat, ce tournoi amical international permet à la DGSP d'affûter ses armes en vue de préparer les échéances futures aussi bien au niveau local que continental. La rencontre Progresso DGSP a permis au nouvel entraîneur des Congolaises de se faire une idée de quelques flottements qu'il faille très vite corriger. Ça fait double mission parce que avec les objectifs qu'on nous a encore rappelés, alors il requiert qu'on puisse refonder un type de jeu. Pour nous, c'est de l'observation que nous sommes en train de faire. C'est vrai que nous sommes passés aujourd'hui, mais l'idéal pour nous, c'est de regarder minutieusement nos forces. En attaque, en défense, les filles que nous avons, quel est le type de projet qu'il faut mettre en place. Voilà ce que nous sommes venus chercher ici en Angola. Pour cette deuxième journée de compétition, ce sont les hommes d'Interclubé qui ont ouvert le bal. Ils ont eu raison de leur homologue Petro Atlético. 24 à 21, 6 clubs participent à ce tournoi, 4 en dames et 2 en hommes. Pour terminer ce journal, allons au village Boudel dans le district de Ngwala. Nous sommes dans le département de la Songa pour découvrir une cérémonie dite Beka. C'est une circoncision traditionnelle. Nos reporters ont abordé le chef du village qui nous explique cette cérémonie. Suivez. S'il y a un rituel que le Sanga Sanga
ne semble pas faire tomber en désuétude. Dans le département de la Songa, il y a la cérémonie de la circoncision dit Beka. Beka, c'est une cérémonie de coutume, c'est une circoncision. Donc l'enfant, après sa naissance, pour qu'il soit un homme, avant de se marier, il faut qu'il passe par la coutume. Il faut qu'il soit circoncisé par le Beka. Nous sommes au village Boudel, dans le district de Mbala. L'heure est à l'ambiance festive. Cette chorégraphie, démontrée par les femmes et hommes du village, ainsi que ceux venus des villages environnants, illustre un événement de taille. Le rituel de la cérémonie de circoncision dit Beka en langue du terroir. Marmite au feu par ici, danse par là. Les familles sont venues très nombreuses pour assister à la réussite de l'opération qui est très capitale dans la contrée. Respect de la tradition oblige. Après la naissance, on peut circoncire un enfant à l'hôpital. Mais obligatoirement, l'enfant là, quand il grandit, il faut qu'il soit aussi circoncisé au village. Quand tu fais vraiment une cicatrice aussi pour le village, pour qu'on soit que tu as déjà passé par le Beka. Du rituel de la cérémonie, nous assistons à plusieurs gestes. Ces deux dames, que nous nommons respectivement Doris et Blanche, tenant chacune des feuilles de bananier, sont les sœurs de deux candidats retenus pour subir cette épreuve de la circoncision dit Beka. De l'autre côté, une troisième femme que nous appellerons Sabine est la tante de l'un des candidats. Elle est en train de tamiser la terre avec la passoire rouge. Comme quoi, il faut invoquer les ancêtres afin que l'opération réussisse. À côté de ces objets s'ajoute un troisième, la tenue que le candidat portera après son opération. Elle est portée par ce monsieur que nous surnommons d'ailleurs Simon. Il traverse le village en courant jusqu'au lieu où se déroule le Beka. Ce lieu de l'opération est d'ailleurs interdit d'accès aux étrangers, ne faisant pas partie du cercle des initiés. Dans cette euphorie gestuelle et chorégraphique, on fait fi du temps. La joie est immense pour les familles venues très nombreuses participer à la cérémonie. Il est 18h passé de 16 minutes. Le premier candidat à la circoncision d'origine bantou peut enfin sortir de la foule. Et la danse s'intensifie. Après la circoncision, il y a plusieurs remèdes du village qu'on donne pour qu'il y ait l'attirance, pour que vraiment tu sois aimé. Il faut que tu sois un homme déjà. Après la circoncision, il faut que tu dois te marier. Obligatoirement, tu dois te marier parce qu'on te donne toute la possibilité et toutes les chances. Après avoir circoncisé, tu es déjà un homme. Quelques minutes plus tard, le deuxième candidat, qui n'est autre que l'autochtone, fait aussi son apparition. Les deux opérations ont été réalisées avec succès. Il n'est pas question d'arrêter avec la danse. Quand souvent il y a des cérémonies, quand un bantou veut être circoncisé, automatiquement l'autochtone aussi veut aussi être dedans. Bon, nous sommes obligés de ne pas les laisser. Il faut toujours qu'ils soient ici ensemble avec nous pour qu'ils soient aussi circoncisés. Parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour organiser une circoncision. Mais c'est des bantous qui organisent la circoncision. Et on appelle les autochtones de venir aussi pour les accompagner. Dans la contrée, cette opération de circoncision dit Beka se fait à un âge adulte. Le candidat est âgé de plus de 17 ans. À encore certains témoignages recueillis hors micro, l'homme, avant de se marier, doit passer par cette coutume de Beka qui n'est autre que la circoncision qui, sous d'autres cieux, se pratique depuis l'enfance.
Si tu n'es pas circoncis, tu as un droit à un mariage. Mais quand au moment que les hommes se réunissent comme ça, toi tu n'as pas la possibilité d'être là, parce que c'est une coutume de donc un homme doit aussi passer par là. Le Beka, une identité chère dans le département de la Songa, est pratiquée par plusieurs ethnies. Les Bakwele, les Ndjem, les autochtones, les Boko et les Bakota. Cette opération est aussi pratiquée dans les pays voisins comme le Cameroun, le Gabon, l'Afrique du Sud. Comme quoi, respect de la tradition, condition sine qua non pour une cohésion sociale. Au village Boudel, il est hors de question que les us et coutumes soient rangés dans les oubliettes au profit du modernisme. Voilà ce reportage de Gingolo commenté par Vincent de Paul Koubemba boucle ce journal. Merci pour votre fidélité. Simon, il traverse le village en courant.